Le France Bloc est aujourd'hui en Sorbonne et à côté de moi, c'est Monsieur Éric Anceau. Vous êtes agrégé et docteur en histoire et maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne, Paris 4, où nous sommes ici. Et aussi, vous enseignez à Sciences Po, où vous enseignez l'histoire contemporaine. Vous êtes aussi, entre autres, chercheur associé du Centre de recherche en histoire du XIXe siècle. Vous avez publié de nombreux travaux sur le Second Empire. Nous parlons aujourd'hui sur nos livres, sur Napoléon III. En 2008, vous avez publié un ouvrage sur Napoléon III, un Saint-Simon sur cheval. Pourquoi un Saint-Simon ? Alors pourquoi un Saint-Simon ? Saint-Simon, en fait, est un penseur du 1er 19e siècle qu'on présente souvent, que ses détracteurs présentent comme un socialiste utopique, qui en fait a une très très grande influence dans les milieux politiques en son temps. C'est quelqu'un qui prônait en fait une forme d'économie mixte, tourné en fait vers le bonheur de la société, le bonheur des classes laborieuses, mais qui passe en fait ce bonheur par une économie puissante, une industrie aidée en partie par l'État et reposant sur des grands groupes. Et Louis-Napoléon Bonaparte, lorsqu'il était jeune, a découvert en fait ce saint-simonisme et, si vous voulez, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a cherché à le mettre en place. Président de la République, il a eu beaucoup de mal parce qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, il avait des contraintes. Devenu empereur, ça a été plus facile. Alors pourquoi à cheval maintenant ? L'expression Saint-Simon à cheval vient de l'un des Saint-Simoniens qui s'appelait Adolphe Guéroult et qui l'a surnommé ainsi. À cheval parce que c'est l'idée qu'il faisait tout très vite. Cheval, mais cheval vapeur également. Hein. Le Second Empire, c'est le chemin de fer. Et puis le fait que Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, c'est un militaire. Et donc il chevauchait fréquemment aussi. Donc si vous voulez, il y a une double image qui se cache derrière ce Saint-Simon à cheval. C'est parfait. Lors de vos enseignements sur Napoléon III, vous avez rencontré un intérêt tout à fait surprenant de la part des étudiants. Oui, surprenant parce qu'en fait nos élèves apprennent de par les programmes du secondaire très très peu Napoléon III et le Second Empire. Et là, lorsqu'on a créé ici même avec Jacques-Olivier Boudon un cours, nous avons été surpris par l'audience de ce cours. Plus de 100 étudiants se sont inscrits, ce qui en faisait, parmi les 10 cours d'histoire contemporaine que nous avons à Paris-Sorbonne, le deuxième ou le troisième cours le plus fréquenté. À cela s'ajoute un enseignement que je donne à l'université Interage. Cette année, je le reprends en 2014. Et je viens là tout à l'heure du bureau de l'Interage. Ils m'ont dit, mais écoutez, on ne comprend pas cet engouement. Aucun amphithéâtre n'est suffisamment grand. Plus de 600 personnes se sont inscrites. C'est magnifique. Vous avez participé en décembre dernier à un Wikistage à Paris pour répondre à la question « Pourquoi doit-on connaître Napoléon III ?» Pourquoi ce personnage nous devrait toujours encore fasciner ? Le personnage est important, je dirais, dans tous les domaines. Il est important politiquement parlant, parce qu'il incarne une modernité politique, en ce sens que le chef de l'État va se tourner vers les masses. Vous voyez, par exemple, il va aller au contact des populations, il va prendre des bains de foule, avant même un De Gaulle ou un Kennedy au XXe siècle. Il a une approche très particulière du rapport à l'électorat, au suffrage universel. Hein. Son pouvoir repose sur un suffrage universel instrumentalisé, mais un suffrage universel. Une articulation de l'économique et du social très intéressante. Il est le premier chef d'État de son temps à mettre l'accent comme ça sur l'économique, avec la volonté de libéraliser les échanges en Europe, ce qui, à une époque du protectionnisme, voire de la prohibition, était très neuf. Développement des moyens de crédit, développement des moyens de transport, donc ça aussi, il est en avance. Et puis une conception des relations internationales, là aussi, qui est très très neuve, avec la sécurité collective, avec une assemblée pour pacifier les relations entre les peuples. Donc aussi de ce troisième point de vue, il est un novateur. En décembre 1848, Louis-Napoléon a pu devenir président de la République grâce à son oncle illustre. Pourquoi des biographes résument les doutes en ce qui concerne la paternité de Louis Bonaparte, le frère de Napoléon Ier? Il paraît qu'il y a de nouveaux éléments à verser dans ce dossier. Oui, alors il y a des études récentes qui ont été menées et qui tendraient à prouver, là ce que l'on dit est vraiment très récent, ça remonte à il y a 2 mois. Le professeur Lucotte en particulier a mené ses études en liaison avec la Fondation Napoléon, tendrait à prouver qu'il n'y a pas, si vous voulez, par le chromosome Y, de lien direct de parenté entre l'empereur Napoléon Ier et son neveu, entre guillemets, le futur Napoléon III.
Alors, 3 hypothèses, si vous voulez, se dégagent. Napoléon III ne serait pas le fils donc, du frère de Napoléon, le roi Louis de Hollande. Ça, c'est la première hypothèse. Et donc, Hortense de Beauharnais, sa mère, aurait fauté. La deuxième hypothèse, c'est que c'est à la génération antérieure que les choses se sont produites. Aurait fauté est une belle expression. Laetitia, là, en fait, la mère de Napoléon et de Louis, aurait eu un amant, alors peut-être le gouverneur Marbeuf, et donc, si vous voulez, Napoléon et Louis ne seraient pas de même père. Ou bien, dernière hypothèse, les 2 femmes auraient eu des amants. On cumulerait là, les 2 infidélités. Alors nous en sommes là, des investigations supplémentaires doivent être menées. J'avais été très prudent dans ma biographie de Napoléon III, et j'avais eu raison, je pense. Oui, mais la suite de ce dossier n'altère pas le sujet de notre conversation. J'espère. Neveu ou non de Napoléon Ier, de toute façon, Napoléon III a profondément changé la France de 1852 à 1870, sur tout le plan que vous avez déjà évoqué, mais on peut constater un grand changement entre 48 et 70, n'est-ce pas ? Énormément, pour prendre quelques secteurs très, très rapidement, l'acclimatation du suffrage universel en France. C'est un apprentissage par les campagnes, en particulier, du droit de vote qui est manifeste, par le biais de l'école qui progresse. Alors il y avait eu les réformes antérieurement de Guizot, il y a celle que va mener à bien Victor Duruy dans les années 1860. Le sentiment national progresse. Vous savez, on fait souvent remonter le patriotisme ou le nationalisme à la guerre de 14, mais on le voit très clairement, comme Stéphane Audouin-Rousseau l'a montré dans son étude sur la guerre de 1870, que, y compris dans des provinces périphériques, le patriotisme est déjà très très ancré dans les populations. Dans le domaine des transports que j'évoquais tout à l'heure, où Napoléon III a mis l'accent, imaginez que quand il accède au pouvoir, il n'y a que 2000 km de voies ferrées en France. La France est derrière un petit pays comme la Belgique. Lorsqu'il quitte le pouvoir en 1870, la France possède 17 500 km de voies ferrées et talonne directement la Grande-Bretagne. Donc il y a une récupération qui s'est opérée également à ce niveau-là. Bon, et on pourrait multiplier comme ça les exemples. Il y a un avant et un après. On considère souvent, enfin avant les historiens des dernières années, que le Second Empire constitue un hiatus dans l'histoire politique, économique, sociale de la France. Moi, j'y vois plutôt une continuité et un temps fort d'une forme de modernité, d'une modernisation du pays. On a négligé un peu le Second Empire. Vous avez évoqué sa modernité malgré le coup d'État qui a détérioré la fonction du président public au suffrage universel. Cela a duré jusqu'en 1962. Jusqu'à un président a pu être élu à nouveau par le suffrage universel. Or, comme empereur, Napoléon III a su créer un contact très direct avec le peuple, n'est-ce pas ? Exactement, exactement. Vous savez, le fait qu'il y ait eu ce coup d'État initial, un certain nombre de choses qui ont terni l'image du Second Empire, la volonté également des Républicains qui ont pris le pouvoir le 4 septembre par une révolution, d'en faire une forme de bouc émissaire et d'appuyer sur les points faibles indéniables de Louis-Napoléon Bonaparte, fait que lorsqu'on a bâti les institutions de la Troisième République, entre 1870 et 1875, un certain nombre de traits caractéristiques du Second Empire ont été mis de côté. Le contact direct avec le peuple, le recours au plébiscite, qu'on pourrait appeler un référendum, tout ça a été écarté. Dans les institutions de 1875, malgré tout, il y avait un équilibre profond, parce que vous savez que les institutions sont un compromis entre orléanistes et républicains, et des républicains comme Gambetta, assez attachés à un chef de l'État assez fort, en fait. Un compromis a été mis en place, mais qui a été en quelque sorte dévoyé par la pratique du pouvoir au cours des 15 années qui ont suivi, ce que l'on appelait la Constitution Grévy, très clairement. Et la pratique était très importante parce que la Constitution était très brève, n'est-ce pas ? Elle était brève et ça n'était même pas une constitution, c'était trois lois constitutionnelles. Hein. Donc, si vous voulez, qui donnaient une grande place à ce qu'on allait en faire. Et l'une des pentes possibles a été empruntée, et ça a été le régime parlementaire, voire on pourrait le caractériser comme un régime d'assemblée, ou, comme le disait Karen Malberg au début des années 30, un parlementarisme absolu. Hein. Et donc, le chef d'État a été marginalisé, il n'a plus pu dissoudre l'Assemblée comme le faisait Napoléon III, plus de recours direct avec le peuple, et il faut attendre effectivement le général de Gaulle, avec la réforme constitutionnelle de 1962,
pour que de nouveau le chef de l'État soit élu au suffrage universel direct, premier élément, et puis la pratique référendaire utilisée par le général de Gaulle. Notez tout de même au passage que de Gaulle n'aimait pas tellement Napoléon III et répudiera constamment une forme de filiation qu'on aurait pu faire entre le Second Empire et la Ve République. C'est intéressant aussi. Il a bien pu se servir des médias aussi, des canaux d'information, n'est-ce pas, à Napoléon III? Énormément. Alors là, c'est peut-être l'un des aspects où il est le plus novateur. Imaginez que déjà pour se faire élire, une propagande très très habile, financée par sa maîtresse Madame Howard et quelques fonds occultes, qui lui permettent de diffuser par exemple des petites médailles ou des bustes dans les campagnes, parce qu'il était peu connu, son nom était connu, le nom de Bonaparte, mais lui-même ne l'était pas, pour se faire connaître. Une fois élu président un peu marginalisé par son gouvernement, il entreprend une série de grands voyages en province où il va emmener avec lui des journalistes en train ou en voiture, journalistes qui vont relater dans la presse son voyage. Les bains de foule, comme je le disais tout à l'heure, des discours dans lesquels quelques formules choquent. Mes vrais amis sont sous le chaume, ils ne sont pas sous les lambris dorés des palais. Donc des formules un petit peu choc, préparées avec son secrétaire Mocard, qui vont populariser son image dans les campagnes. Et alors, ça c'est ce qu'il faisait sous la présidence. Imaginez sous l'Empire, avec les moyens dont il va disposer. Imaginez que lorsqu'à chaque fois qu'en France il y avait une catastrophe naturelle, je pense par exemple aux inondations de 1856, il se rendait sur place pour se porter au contact comme Schröder. Comme Schröder, comme De Gaulle, comme Kennedy, comme beaucoup d'autres. Il a un siècle d'avance dans ce domaine-là, c'est très clair. On sait que, par exemple, Haussmann a transformé la ville de Paris. Il n'aurait pas pu le faire sans Napoléon III, n'est-ce pas? Écoutez, je renverserais même les choses. Haussmann n'aurait pas existé sans Napoléon III. Vous savez, Haussmann était quelqu'un d'immodeste, qui a beaucoup de bons côtés, mais un peu égocentrique et immodeste. Et pourtant, dans ses mémoires, il dira « Je n'étais rien sans Napoléon III ». Toutes les idées venaient de lui. Napoléon III a vécu à Londres. C'est le seul futur chef d'État de son temps qui a découvert New York et les États-Unis avec un plan damier. Et lorsqu'il arrive en France en septembre 1848, au terme de son long exil, il a sous son bras roulé un grand plan de Paris où il avait déjà tracé toutes les grandes voies, les grands boulevards, les grandes avenues. Avec un crayon rouge. Rouge, bleu, vert, des couleurs pour hiérarchiser l'ordre de priorité. Et Haussmann va être un exécuteur, je dirais, habile et talentueux, avec une poigne de fer, de la volonté de Napoléon III. Alors là, j'exagère un tout petit peu dans l'autre sens. Il y a ce qui relève proprement d'Haussmann. Je voudrais lui rendre quand même un tout petit hommage. Ce qui relève d'Haussmann, c'est le réseau des canalisations, l'adduction d'eau, parce que Napoléon III, pour lui, ça lui était un petit peu étranger. Et c'est Haussmann, avec ses ingénieurs, qui, là, va créer ça. Et puis, l'esthétique. Car on aurait écouté Napoléon III, qui était très utilitariste, très pragmatique. On aurait, dans un but de perspective, rasé un certain nombre de monuments de Paris qu'Haussmann a préservé tout de même. Donc, voilà. Napoléon III parlait plusieurs langues. Il a vécu à Rheinenberg, il était lycéen à Augsbourg. Il a voyagé en Angleterre, plus cosmopolite que les hommes politiques d'aujourd'hui. Ah, beaucoup plus, beaucoup plus. Et là, vous me tendez une perche magnifique. Nous avons, au moment de cette interview, notre président François Hollande en Angleterre, et j'ai vu que la presse internationale et la presse américaine le raillaient pour son niveau d'anglais. Or, notre président est passé par nos plus grandes écoles, imaginez Sciences Po, l'ENA, HEC, Unit Status. Oh là là. Napoléon III, à l'inverse, polyglotte, parlant l'allemand, l'italien, le français bien évidemment, l'anglais exactement, d'ailleurs fort accent suisse alémanique qui lui jouera des tours dans son premier discours parlementaire en septembre 48, on se moquait un petit peu de cet accent que très vite il a perdu, et lorsqu'il épouse Eugénie de Montiro, il se met à l'espagnol, donc un polyglotte accompli. Il a œuvré pour la paix d'une manière exemplaire. Je n'irai peut-être pas aussi loin. Il a été par certains côtés un fauteur de guerre. N'oublions pas qu'il avait promis dans son discours de Bordeaux pour être accepté par toute l'Europe, et ça n'était pas évident. Il y avait le congrès de Vienne qui interdisait le retour d'un Bonaparte au pouvoir en France. Il avait dit « l'Empire, c'est la paix ». Or, il a mené plusieurs guerres. La guerre de Crimée, la guerre d'Italie, l'expédition de Syrie, le conflit mexicain,
Par la suite, bien évidemment, il est impliqué dans la guerre fatale, la guerre contre la Prusse, la guerre contre l'Allemagne. Mais d'un autre côté, il ne faisait jamais la guerre de gaieté de cœur. Et il ne faut jamais oublier ce que je disais tout à l'heure, il avait conçu un système de congrès pour qu'en amont, on puisse résoudre les grandes querelles internationales et éviter d'aller au stade ultime, qui était le stade de la guerre. Et n'oublions pas non plus également que très ému par la vue du sang, du carnage, qui a été la bataille de Solferino de juin 1859, avec Henri Dunant à ses côtés, eh bien, il a aidé le Suisse à fonder la Croix-Rouge. Donc ça aussi, c'est très présent. Il a mis un terme au conflit contre l'Autriche en Italie, en grande partie à cause de la boucherie. C'est pas la seule raison, mais en grande partie à cause de la boucherie qui avait été la bataille de Solferino. Donc c'est une ambivalence ici quand même. Mais il a aussi su sortir des guerres avec les conférences de paix. Exactement, très clairement. Si vous voulez, les derniers conflits du règne auraient pu être évités si Londres, si Vienne, si Berlin avaient accepté, si Saint-Pétersbourg avait accepté de s'asseoir autour d'une table avec lui pour dialoguer. Très très clairement. Il était partant. On le dit très peu, mais dans le conflit avec la Prusse en juillet 1870, juste avant le vote parlementaire, il convoque tous ses ministres et il cherche une solution pacifique. Il cherche un congrès. Et même après le vote des crédits de guerre, avant le départ aux armées, il reconvoque ses ministres et il y a l'idée du congrès. Ni l'un ni l'autre n'aboutiront malheureusement. Mon étude ne présente pas une biographie de Napoléon III. J'ai étudié le rapport entre le régime du Second Empire, les artistes et les intellectuels. Lui, Napoléon lui-même, comptait parmi eux. Il s'est préparé aux affaires par des écrits et des études. N'a-t-il même pas parlé lui-même de son université d'âme? Ensuite, il a été soutenu dès la tentative du coup d'État de Strasbourg en 1836 par un petit cercle de fidèles, un réseau social très restreint, très efficace. Quel facteur était vraiment décisif pour Napoléon pour accéder au pouvoir? Le mythe Napoléon, son nom, le fait d'être presque inconnu ou de ne pas avoir été mêlé aux événements de juin 48? Un petit peu de tout cela, mais très clairement le nom. Le nom qui est très porteur. Vous avez un napoléonisme des campagnes qui est très très net. Un raz-de-marée va avoir lieu au moment de l'élection présidentielle. On se doutait, malgré l'appui dont bénéficiait le chef de l'exécutif, le général Cavaignac, que Louis-Napoléon Bonaparte serait peut-être en tête, mais il y avait dans la Constitution de 1848 un certain nombre d'éléments qui lui imposaient la nécessité d'une majorité absolue et d'un certain nombre de voix dès le premier tour pour pouvoir être élu. Sinon, la main revenait à l'Assemblée, et à l'Assemblée, Cavaignac aurait sans doute été élu par les parlementaires qui étaient majoritairement républicains. Et il y a eu un raz-de-marée. Un raz-de-marée dans les campagnes. Imaginez, plus de 5,5 millions de voix pour lui sur un corps électoral de 9,5 millions, un peu plus de 9,5 millions, et le général Cavaignac à 1,5 million. C'est très clairement le mythe napoléonien qui va le porter au pouvoir, indéniablement. Cela s'ajoutant à la propagande, cela s'ajoutant le soutien d'un certain nombre de journalistes. Je pense par exemple à Victor Hugo qui va mettre son journal L'Événement au service de la campagne présidentielle. Un certain nombre d'industriels également vont le soutenir. Mais globalement, c'est le raz-de-marée des campagnes qui le porte au pouvoir indéniablement. J'ai trouvé un petit livre avec les bonapartistes de l'époque où ils sont notés même avec leurs adresses à Paris. Voyez, Parlons des artistes sous le Second Empire. Une vraie politique en faveur de la culture n'existait pas. Or, Napoléon III a personnellement prêté une attention aux artistes, par exemple avec le Salon de Réfusés ou le soutien accordé à Richard Wagner. Oui, alors il faut savoir, et pour être parfaitement honnête, que Napoléon III n'était ni un artiste dans l'âme, ni même un très très grand amateur d'art, en ce sens où tout à l'heure vous l'avez évoqué, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui s'intéresse à l'histoire, mais qui en matière d'art aurait, je dirais, des tendances qui le tournent vers le classique, voire ce qu'on appellera plus tard le pompier. En matière théâtrale, par exemple, ce qui le fait rire, c'est le boulevard, le gros rire, et pas du tout les œuvres d'avant-garde. Mais c'est quelqu'un qui est très intelligent, c'est quelqu'un qui est pragmatique, c'est quelqu'un qui, parce qu'il a beaucoup d'ennemis dans les milieux intellectuels, sait qu'il doit faire des efforts, peut-être plus que d'autres chefs d'État. Et dans sa thèse, soutenue tout près d'ici, à l'École des Chartes, Catherine Granger a très très bien montré qu'avec lui, le budget en fait de l'art va connaître une hausse absolument faramineuse. Et imaginez quand même qu'il va avoir cette intuition à la fin de l'Empire, au moment de l'Empire libéral,
de créer un ministère des Beaux-Arts, confié à Maurice Richard, l'un des amis d'Émile Ollivier, ça c'est très neuf, qui deviendra d'ailleurs en mai 1870 un ministère des Lettres, Sciences et Arts. C'est un petit peu, ça nous ramène à la Ve République, au général de Gaulle, c'est un petit peu un ancêtre du ministère de la Culture et d'André Malraux. C'est assez fascinant ce parallèle. Malgré la censure, le régime a eu besoin des artistes qui réussissent de créer de nouveaux styles d'art, le réalisme, l'impressionnisme et en fin de compte le symbolisme, n'est-ce pas ? Exactement. Et tout à l'heure, vous avez évoqué le salon des refusés, et Napoléon III a eu l'intelligence justement de l'autoriser, de voir qu'il ne fallait pas entrer dans cette querelle entre anciens et modernes, et qu'il fallait que chacun puisse s'exprimer. Donc il a autorisé ce fameux salon des refusés. On parle d'une censure très pesante sous le Second Empire. Elle concerne moins que dans d'autres périodes, et des périodes dites de liberté, et des régimes peut-être plus démocratiques par certains côtés. Toutes les formes d'art pouvaient s'exprimer. Alors maintenant, il y a une résistance de la société bourgeoise. Je pense par exemple aux œuvres de Carpeaux, où je pense par exemple à un certain nombre de peintures, les peintures de Manet par exemple, qui ont été vraiment extrêmement décriées, et il fallait le soutien du pouvoir justement pour qu'elles puissent être exposées. Et Napoléon III ici a joué un très très grand rôle. Il y a un nom qu'il faut citer également, Nurkerk, qui est le surintendant des Beaux-Arts, et peut-être un peu plus réticent que Napoléon III, mais aiguillonné par Napoléon III, joue aussi un rôle. Et puis le maréchal Vaillant aussi, qui est en charge le ministère des Beaux-Arts. Et puis après, on le disait tout à l'heure, Émile Ollivier et Maurice Richard. Oui, j'ai aussi beaucoup lu les mémoires de Viel-Castel. Viel-Castel. Viel-Castel est fascinant. Viel-Castel, disait-on à l'époque, il n'aimait pas Nurkerk, il avait des goûts lui-même assez originaux, et il était dans un rapport complexe avec Napoléon III, en matière d'art et dans tous les domaines d'ailleurs. Il était fasciné à la fois par Napoléon III, il le comprenait mal, il était dans un autre schéma de pensée, et d'une certaine façon, il l'admirait. Parce qu'il admirait cette ouverture d'esprit qu'avait Napoléon III et que lui-même n'avait pas forcément. C'est ça. Les rapports de l'empereur aux artistes confirment le rôle extraordinaire qui revient à l'empereur et qui a su, comme vous l'avez dit, promouvoir la technique, l'architecture et le développement urbain de Paris. Les expositions mondiales de 1855 et 1967 soulignent que Napoléon III a su lier le mythe de Napoléon avec l'essor de la technique et de l'art. Exactement. Alors là, ça nous renvoie à un aspect peut-être les plus fascinants, et j'ai voulu le mettre un petit peu en exergue dans ma biographie de Napoléon III. Il y a vis-à-vis de l'Angleterre une fascination, une admiration et une forme de répulsion. Et on le voit très très bien dans le domaine économique. Et, comme vous l'évoquez, les expositions universelles. Parce qu'en fait, 1851, c'est la Great Exhibition de Londres, et tout de suite, Napoléon III va vouloir qu'on copie les choses. La deuxième, c'est celle de Paris de 1855, qui va être un grand succès, 5 millions de visiteurs. La reine Victoria qui fait le déplacement, d'ailleurs, à cette exposition. C'est à cette occasion que l'avenue de la reine Victoria est percée et inaugurée à Paris. Et 1867, alors là, on franchit encore un seuil supplémentaire, 15 millions de visiteurs. Napoléon III a très très bien vu que ces expositions universelles pouvaient être un formidable élément de propagande à l'international pour ce qui se faisait en France, une vitrine, et également un stimulus pour nos industriels, pour notre économie. Donc il y avait un double rôle dans les expositions universelles, et là le mouvement a été lancé, très clairement. On devrait faire une exposition mondiale aujourd'hui en France. Je pense. Mais je vous apprends peut-être quelque chose, c'est à l'étude. Et quelque chose qui... alors, la société française est très très clivée aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, mais qui transcende les clivages politiques. Parce que là, vous avez des gens à gauche et des gens à droite qui sont en train de travailler au fait que vers 2020-2025, nous organisions en France, malgré la crise, qui sera peut-être partie, je l'espère, d'ici là, une exposition universelle. Je souhaiterais qu'il aura lieu plus rapidement. Pourquoi a-t-on si longtemps en France négligé le Second Empire ? Longtemps. Napoléon III a été jugé mal, le coup d'État en était une cause, ou la fin désastreuse, si rapide et inattendue ?
Plusieurs éléments, hein. La volonté, la jeune Troisième République, qui n'était pas forcément très populaire, qui n'était pas majoritaire lorsqu'il y a eu la révolution du 4 septembre en France, de s'affirmer par rapport au régime précédent. C'est très très net. Et donc ils ont mis le doigt là où ça faisait mal. Et où est-ce que ça faisait mal? Dans 3 domaines, indéniablement. Hein. Un régime autoritaire né d'un coup d'État, hein, même si le coup d'État est réalisé par le président, en gommant un petit peu l'évolution du régime et quand même le fait que ce régime s'était retrempé dans le suffrage universel au moment du plébiscite de mai 1870, qui était un immense succès. La fête impériale également, hein, le faste, à fin de propagande en grande partie de la part de Napoléon III, et puis comme vous le disiez, la défaite finale avec l'amputation quand même de l'Alsace et de la Moselle, nos provinces très très riches de l'Est, hein, très industrialisées, et là évidemment c'est une macule très très tenace. Donc on a mis l'accent là-dessus. Lavis, qui avait été le précepteur du prince impérial, qui était, on l'oublie trop, assez proche de la famille impériale, et qui va devenir, sous la Troisième République, l'auteur des manuels qu'on connaît dans le secondaire et le directeur des collections pour le primaire, présentait une image très très sombre, bien évidemment, du Second Empire. Et donc les petits-enfants de la Troisième République ont été éduqués comme ça. Pour que les choses se retournent, il faut attendre l'épaississement temporel, la Cinquième République et encore le début du XXIe siècle, je dirais, hein, où là il y a un retournement de tendance très net. Manifeste, comme je disais dans les cours, hein, quand même cette audience qu'ont les cours, le succès de biographies comme celle de Milza, ou peut-être plus secondairement la mienne, montre que maintenant les gens voient tout ce qu'on doit au Second Empire, face sombre, mais aussi aspect plus doré, revers de la médaille. Merci bien, monsieur. Merci à vous.